BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. C'est votre argent, c'est votre week-end, et oui, c'est une émission exceptionnelle. On va rejouer la semaine, et quelle semaine! Vous dire ce qu'il faut acheter ou vendre, régler vos sonotones. Le patron de la semaine, c'est Alain Tonard, le patron d'Audica. Oui, vous m'avez bien entendu. Les placements alternatifs, originaux, c'est le thème de la semaine. On vous a demandé si vous connaissiez des placements originaux. Écoutez. Je ferai un placement financier dans le vin pour défiscaliser. Et puis peut-être en France pour soutenir les vignes et les viticulteurs français et pour en boire, bien sûr. Et voilà, donc nous avons une candidate pour une émission comique, mais pour l'heure, ils sont là. Oui, ils sont là, ils sont venus pour vous, rien que pour vous. Alors c'est un modèle, c'est mon modèle, la matière grise, le cerveau, the brain de BFM Business. Bonjour Benahouda Abdeldaïm. Bonjour Marc Fiorentino. Elle brille par son intelligence et sa beauté. Elle est présidente de Trecento AM. Bonjour Alice Labou. Bonjour Marc. Il brille par son intelligence et sa beauté. Oula. Sans lui, Moneta AM ne cartonnerait pas. Même Romain Burnand le dit. C'est bien ça? S'il le dit. Il l'a dit. Il veut lui prendre sa place. C'est André Kabalek. Bonjour. Bonjour Marc. Son féminisme fleurbon les années 80. Sans elle, nous serions dans le noir. C'est Laure Closier, le soleil de notre émission. Bonjour Laure. Qu'est-ce qui vous prend? Oui. Je sais pas, je suis très en forme. On commence par rejouer la semaine avec vous Laure et je vous propose de faire le lundi. Et le lundi, c'est quoi? Vous me foutez les jetons là, c'était très inquiétant. Donc le lundi, c'est quoi? Oui, bah c'est allez-y. quoi? Ah, vous me lancez pas? Bah non, je ne lance pas, j'avais envie de changer. Lundi, c'était le jour de la phrase qui fait peur. C'est une phrase prononcée par Ewald Novotny, gouverneur de la Banque centrale autrichienne et par conséquent membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Il a dit tout simplement, pour débuter la semaine, un affaiblissement massif de l'économie de la zone euro va bientôt arriver en raison du ralentissement de l'Allemagne, son membre le plus important. Je trouve que pour commencer la semaine, c'était bien. Il a même ajouté, il faut s'attendre à un taux d'inflation plus bas au premier trimestre 2015. C'est sympa. Aucune surprise pour vous? Vous avez entendu ça lundi, vous avez dit business as usual, le Benahouda? Oui. Puis bon, on peut prendre aussi exactement la démonstration inverse avec tout le respect qu'on doit à ce gouverneur. On peut se dire avec la baisse de l'euro, la baisse du baril de brut, etc. Enfin, du prix du brut, pardon. On peut avoir exactement l'inverse de cette démonstration. Donc bon, c'est peut-être une déclaration de fin d'année qui... à prendre encore avec des pincettes peut-être. Est-ce que, André, est-ce que l'Europe vous fait peur d'un point de vue économique? Est-ce qu'elle vous freine dans vos investissements? Pas vraiment, puisque nous sommes relativement positifs sur l'ambiance, enfin peut-être un peu à contre-courant, enfin on n'est pas optimiste mais positif. Je pense qu'aux arguments de Benahouda on peut ajouter aussi la persistance de taux d'intérêt bas et donc ces trois facteurs, donc l'euro, le pétrole et les taux bas vont commencer à se voir dans les marges des entreprises, alors petit à petit et ça c'est un facteur qui rend un poil d'optimisme bien sûr dans un environnement qui reste déprimé. Le mardi, après cette dépression du lundi. On commence fort, là. J'avais la pêche, mais là, mardi, c'était le jour du risque politique. Je vais pas vous aider beaucoup. La bourse d'Athènes a décroché de 12% dans la journée. Les taux obligataires ont explosé. C'est pire que le krach de 87. La raison, un coup de poker politique du président grec. Il avance les élections pour éviter de faire monter au pouvoir dans quelques mois une gauche anti-austérité, anti-Troïka, anti-Bruxelles. C'est un pari risqué parce que le risque politique, c'est ce qui fait le plus peur au marché. Et d'ailleurs, ça s'est vu cette semaine. Alice Labou, quand vous avez entendu ça, vous avez cru être revenu en 2009 ou 2010, la Grèce, c'est un cauchemar qui revient. Franchement, moi je pensais que c'était passé, quoi. C'était un sujet. Il y a quand même quelques réformes qui ont été faites. Le tout, c'est effectivement que le président puisse garder un peu sa majorité et qu'on évite les extrêmes où nos extrêmes à nous paraissent finalement centristes par rapport aux leurs. Donc effectivement, il y a un risque politique dans un moment où quand même on est censé renégocier les accords de prêt qui sont faits par l'Union européenne à la Grèce. Donc c'est vrai que c'est majeur. Maintenant, est-ce que ça m'a inquiété outre mesure? Non. Je pense qu'on était déjà dans une semaine pas simple, où le marché avait tendance à baisser, donc il y a eu une exagération forte, mais j'attends de voir. Benahouda, c'est un sujet, la Grèce, ou pas? Ça pourrait être un sujet entre Noël et le 29 décembre, parce qu'il va y avoir une élection à 3 tours. Sympa. Oui, et on annule nos vacances. 29 décembre, voilà. Peut-être qu'il y aura c'est-à-dire que le candidat présenté par le Premier ministre Samaras, c'est un ancien commissaire européen, disons,
qui ne soulève pas l'enthousiasme des foules. Voilà, il va falloir certainement trouver une autre personnalité pour obtenir la majorité des 180 voix. Ils ont 155, il leur manque 25 voix. Il faut aller les chercher avec les dents et ça va être extrêmement difficile, sachant que erreur tactique majeure, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, l'a dit sur une radio autrichienne, je ne sais pas pourquoi en Autriche, il faudra que les Grecs ne songent à ne pas mal voter. C'est quoi ne pas mal voter? C'est en gros, voilà, c'est insupportable. Et là, ça va se retourner encore une fois contre Bruxelles. On dira, voilà, ils veulent nous faire voter ce qu'on ne veut pas voter. Et aujourd'hui, avec la BCE qui joue à la bretelle et ceinture, est-ce qu'il y a un risque de contagion ou plus aucun? Il n'y a pas un risque de contagion, mais si effectivement Syriza, c'est-à-dire le mouvement de la gauche radicale, arrive au pouvoir, d'une façon ou d'une autre, il y aura un réveil des tensions, même qui ira bien au-delà finalement de la taille du PIB de la Grèce. Et ça créera une situation de tension et il faudra une réponse politique, pas seulement celle de la BCE. Il faut les virer de la zone euro, quoi, les Grecs? C'est impossible de les virer. C'est impossible de les virer. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait les virer, mais on peut pas, quoi. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà. Ça rappelle un peu l'Italie, non? Avant Matteo Renzi, avec Beppe Grillo et Mario Monti, où on disait il faut que Mario Monti reste au pouvoir. Non, ça vous rappelle pas l'Italie? Pas du tout. Mercredi? Pas du tout. Très bien. Mercredi, le jour de la loi Macron. Je cherche une réplique et je reviens vers vous tout à l'heure. Mercredi, jour de la loi Macron, la loi a été présentée en Conseil des ministres. Au menu, ouverture des commerces 12 dimanches au lieu de 5 aujourd'hui. Ouverture des professions réglementées, notaires et huissiers. Réforme des prud'hommes. Il y a un peu de tout azimut. Assouplissement des règles sur les transports en autocar. Renforcement de la régulation des autoroutes. Et une réforme sur l'épargne salariale. Alors, c'est la révolution, la loi Macron, ou pas? C'est un petit add-on, enfin je dirais, ça permet d'occuper l'actualité politique en France. Enfin, on est loin de réformes majeures. Enfin, je pense qu'on attend surtout. Enfin, ce qu'il faudrait, c'est une grande réforme du Code du travail. Bon, on en est très loin. Et donc, toutes ces gesticulations qui sont, bien sûr, font la une de l'actualité, n'amèneront pas grand-chose, in fine, au compte des résultats d'entreprise. Enfin, c'est notre opinion. On n'en attend pas grand-chose. C'est dommage, pour une fois qu'on avait un financier qui avait un peu de pouvoir, en tout cas quelqu'un qui venait de maison. Mais il n'a pas vraiment de pouvoir, c'est un peu ça le problème, non? Il est obligé de trouver une alliance et un accord à minima avec un peu tous ses partenaires. Mais c'est vrai que normalement, il devrait être force de proposition avec une vision un petit peu plus terrain que nos autres hommes politiques. Donc c'est dommage. Benahouda, c'est un tournant ou pas du tout? C'est un tournant social-démocrate ou on est dans la social-médiocratie? En même temps, citer la dernière réforme, enfin la loi de réforme structurelle, pour employer les grands mots, de ces dernières décennies, pardon? La loi Hamon? Non, mais qui embrasse aussi large, quoi. Des autocars, elle embrasse extrêmement large. Après, il y a un peu cette idée que vous faites une réforme structurelle, c'est la panacée, vous allez obtenir de la croissance. C'est un peu plus compliqué que ça et ça prend beaucoup plus d'années que Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, ce qui se passe en Italie, donc la journée de vendredi, grève générale. Matteo Renzi, lui, on peut parler de réforme structurelle, ce qu'il a essayé, ce qu'il fait passer en ce moment comme loi sur le marché du travail. C'est d'une réforme comme celle-là qu'on a besoin en France? C'est une réforme structurelle. Le problème en Italie, c'est qu'il y a la loi, puis après il y a le décret d'application. Et on se rend compte qu'ils ont extrêmement de difficultés. Et aussi bien sous le gouvernement Monti que le gouvernement Letta que le gouvernement Renzi, de prendre les décrets d'application. Et c'est ça le problème. En France, lorsque vous prenez une loi, le décret suit. En Italie, vous faites une loi, le décret ne suit pas. Et c'est ça aussi, voilà, chacun a ses... Donc ce que vous nous dites, c'est qu'ils sont quand même plus courageux, mais que pour l'instant, ils n'ont pas appliqué les lois. Exactement. Et qu'il n'y a pas plus de réformes en Italie, finalement, qu'en France. Certainement pas. Si vous regardez, en tout cas, les résultats pour l'instant, on en est loin. Sympa, on continue. Oui, vous pensez à l'Italie quand même. Bah oui, c'est pour ça que j'ai rebondi ce que vous aviez dit pour en faire quelque chose d'intéressant. Ça, on se fait mutuellement réfléchir. Pas trop. Jeudi, c'était le jour de Lending Club. Renaud Laplanche signe l'une des plus grosses introductions en bourse pour une pépite de l'Internet. Ça s'est passé au NYSE et Renaud Laplanche, bon, comme son nom l'indique, c'est un Français. Il s'est introduit à 15 $. Déjà, c'était le haut de la fourchette pour l'opération. Le titre est monté jusqu'à 25 $. Le groupe pèse désormais 8 milliards de dollars. C'est quand même pas mal pour une société qui a perdu sur les 9 premiers mois de l'année 24 millions de $. On est revenu à la bulle Internet, André? Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous regardez, vous qui êtes un gérant, entre guillemets, value, c'est-à-dire que vous allez chercher de la valeur dans les entreprises? Alors c'est sûr, un premier constat, c'est qu'en Europe, on ne trouve pas ce genre d'excès. Il y a somme toute des valorisations plus raisonnables sur ces secteurs.
C'est vrai que nous, on n'est pas vraiment sur ce genre de titre. Oui, mais justement, mais quand vous voyez ça, vous dites c'est le délire, vous dites je m'en fous, vous dites c'est pas mon sujet, c'est un autre marché, c'est quand même la bourse, c'est pareil. On s'estime pas compétent sur tout, et ici, on estime au global que les titres, il y a des grandes chances qu'ils soient survalorisés, mais on n'a pas sans avis définitif. Alice, qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ça? Moi, je crois beaucoup aux nouvelles technologies et je ne crois pas du tout qu'on soit sur une bulle. Alors après, effectivement... 8,9 milliards de dollars, ça vous... Non. C'est cher pour une société qui perd de l'argent. Je suis la première à pas acheter des sociétés qui perdent de l'argent, donc évidemment, simplement, c'est quand même preuve d'un mouvement avec toutes ces sociétés un peu périphériques que sont Facebook, LinkedIn et Twitter, qui en fait deviennent indispensables pour beaucoup d'entre nous et qui du coup sont sur des valorisations élevées. Et puis c'est dommage qu'on n'ait pas de société française comme ça, comme vous le disiez, parce que c'est... Il aurait été en France, il ne serait pas introduit en bourse, il aurait déjà fait faillite peut-être. On ne l'aurait pas financé. Oui, ça vaudrait 50 millions d'euros. Oui, allez, vendredi. Vendredi, on finit avec un point marché. Les opérations de TLTRO n'ont pas marché. Enfin, pas vraiment. Non, mais ça, on s'en fout. Non, mais je vous explique quand même que la semaine... Je vous expliquerai un soir. On fera un petit cours, on prendra 5 minutes, on fera un point C'était le LTRO, maintenant c'est devenu... C'est pas compliqué, c'est des prêts pour les banques. Bon, bref, ça n'a pas marché, donc ça n'a pas beaucoup aidé à relancer l'économie. Du coup, semaine un peu maussade, WTI sous les $60. La Grèce, le pétrole. Le pétrole sous les $60. La Grèce qui a perdu 20% en 3 jours. Et les indices qui ont passé une très mauvaise semaine. Le CAC perd 6% sur la semaine. Le rallye de fin d'année est un tout petit peu loin. Qu'est-ce que ça secoue, hein? Vous arrivez à tenir le choc, là, Alice? Quand vous voyez ça, là, ça vous... 6% une semaine, c'est violent, quand même. Ah oui, c'est violent. Alors après, statistiquement, cette semaine, c'est une semaine plutôt, en général, de baisse en descente. Et puis, pour tout le monde, sachez que la semaine prochaine, en général, c'est plutôt une semaine de hausse. Donc, il faut en profiter. Non, moi, ça va, je suis dans la santé. Très bien. Alors, vous êtes dans la santé, mais aussi... Votre événement... C'est le dernier tube chinois parce que Alice veut nous parler de la Chine et c'est l'événement de la semaine. Ah oui, mais j'avais un peu changé d'avis. Eh ben c'est pas grave, on va en parler quand même. On va en parler quand même. Donc la Chine est passée premier devant les États-Unis. Je connaissais pas la chanson, mais je l'ai téléchargée. Mais non, je vous conseille pas non plus. La pop chinoise, c'est toujours délicieux. La pop chinoise, c'est très très sympathique. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. En fait, c'est surtout intéressant. Donc c'est en parité de pouvoir d'achat. Alors donc c'est un peu complexe parce que il y a des questions de devises et puis de panier de biens et services. Donc c'est pas toujours simple de comprendre comment la Chine est passée, alors qu'en valeur, enfin en dollars, c'est pas vraiment le cas. En parité de pouvoir d'achat, c'est le cas. Pourquoi c'est intéressant? Parce que en fait, ça permet justement de mettre un peu en perspective la manière dont fonctionne le FMI, qui a une grande tendance à toujours être sur des bases très occidentales dans son approche et qui va devoir enfin prendre en compte aussi les besoins et les exigences des pays émergents. Donc je trouvais que c'était intéressant. Mais nous aussi. Mais j'avais plein d'autres idées, mais c'est pas grave, une autre fois. Mais celle-là est excellente. Bon, ça me va alors. Il veut se venger de ceux qui ont fait souffrir son pays pendant des années, non? Sur le Kazachok de Rika Zaraï, vous voulez nous parler du rouble, André? Oui, alors vous êtes content, là? Enfin, pas spécifiquement content, pas plus que ça. Enfin, mais j'ai parlé de la Russie il y a 3 mois et j'étais moins optimiste. Très pessimiste, même on se rappelle. Et aujourd'hui, je pense il y a une chose qui a changé diamétralement depuis 3 mois, c'est la baisse du pétrole. Alors peu de gens se souviennent et savent pourquoi le communisme a chuté, mais en fait. En 86, le prix du baril était à $14, aussi grâce à l'Arabie Saoudite. Et comme c'était une source d'exportation toujours à l'époque importante pour l'URSS, qui menait une guerre en Afghanistan, parallèle aujourd'hui avec ce qui est fait en Ukraine, eh ben, la Russie ne pouvait pas soutenir financièrement le choc et du coup a amorcé une transformation radicale de son système. Et donc aujourd'hui, on le voit bien, le rouble s'effondre, les réserves de change s'amenuisent en Russie et vous voyez, il ne faut même pas de sanctions supplémentaires pour amener Poutine à un peu plus de raison. S'il ne change rien, normalement, le pays est en cessation de paiement d'ici 18 mois. Et donc, il y a des chances aujourd'hui, avec ces données macroéconomiques, c'est-à-dire un pétrole à $60, que ça se calme un peu en Russie. Mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire que même si ça se calme en Russie, ça ne suffira pas pour redresser la situation. Si, en Russie, oui. Alors, la Russie, aujourd'hui, si elle calme le jeu en Ukraine, c'est quand même une chose importante. C'est quand même... Donne-moi du pétrole, mon frère, donne-moi du pétrole.
Elle est bonne. Enchaînement. Non, franchement, elle est bonne. Elle est pas mal. Ouais, elle est bonne. Bah, je sais que vous C'est l'écoutiez moins beaucoup, simple. vous dansiez sur ça très jeune. Ouais, c'est moins beau que Forêt de la Trèche, mais bon. La stratégie de l'Arabie Saoudite, c'est ça? Voilà, exactement. Et il se trouve que je reviens d'une conférence qui s'appelle la World Policy Conference à Séoul, en Corée du Sud. On a eu l'occasion d'entendre, de discuter avec le prince Al-Turki, qui est vraiment membre du premier cercle du royaume wahhabite. Il a été 25 ans chef des services des Mukhabarat, qui sont les services de renseignement. Il a été ambassadeur à Washington, à Londres. Donc c'est quelqu'un dont la parole compte. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, il est hors de question qu'on nous refasse le coup de on baisse notre production. Il est hors de question de perdre le moindre de baril de part de marché. Il est hors de question qu'on nous refasse le coup de 1980, que nous portions finalement sur nos épaules les baisses de production. Donc tout ce qui a été récupéré sur l'Irak, sur la Libye, on le garde pour nous, premier point. Donc sachant que l'Arabie Saoudite, c'est 5-6 dollars le baril à produire. Donc ça va continuer. Ça va continuer tranquillement. Nous n'avons pas peur. Deuxième chose, l'Iran, et c'est vraiment manifestement une obsession. Une obsession. Ouais. C'est leur objectif, quoi. Voilà, je le cite, cessez de vous mêler des affaires des Arabes. Ça, je parle des Iraniens. Inviter les Iraniens comme un partenaire à la résolution de la crise en Syrie et en Irak, c'est non seulement injuste, mais c'est aussi cruel. À aucun moment il est question d'utiliser l'arme du pétrole pour faire mordre la poussière aux Iraniens. Mais de fait, c'est vraiment le cas. Et vraiment, l'idée, c'est ne croyez pas que c'est une arme géopolitique, parce que regardez, ça porte préjudice aux producteurs pétroliers de sable bitumineux au Canada. On n'a aucun problème, nous, l'Arabie Saoudite, avec le Canada, mais tous ceux qui se mettront en travers de notre chemin, on les tuera, entre guillemets, bien entendu, avec nos coûts de production. C'est quand même assez fascinant. C'est fabuleux d'avoir un mec qui rencontre tous les grands de ce monde. Moi, je parle à ma concierge pour savoir où en est la consommation en France. Et lui, il voit les princes, les présidents, Angela Merkel. Vous êtes pas au même niveau, ouais. Ah là. Je suis complexé à chaque fois que je ressors de cette émission. Ouais. Laure, c'est à vous. Oui, c'est à moi, l'anti-sèche. On va parler des signes noirs de Saxo Bank. Vous savez, tous les ans, l'économiste Stine Jacobsen publie des sortes de scénarios catastrophes. On en avait parlé l'année dernière. Dedans, d'ailleurs, l'année dernière, dans les signes de l'année dernière, il y avait la récession en Allemagne. Donc, il y en avait d'autres aussi qui sont produits, mais il y avait notamment ça. Donc là, il y a les 10 qui ont été publiés. Je vous les livre. Le premier, quand même, c'est que Mario Draghi quitterait. Alors, c'est pas la vraie vérité. Non, c'est des scénarios catastrophes. On a bien compris. Donc, Mario Draghi quitterait la BCE pour aller remplacer Matteo Renzi en Italie. Ça, c'est le premier. Okay. Ça serait sympa. Amazon, attaqué par des pirates informatiques, perdrait 50% de sa valeur. Ouais. Éruption volcanique en Islande, les cultures sont complètement foutues, notamment en Russie. Crack immobilier en Grande-Bretagne. Possible. Le Royaume-Uni qui sort de l'Union européenne après un référendum. Possible. Pas cette année, oui. Les cours du cacao explosent. Ouais, c'est déjà le cas. Mais bon, regardez, c'est pas moi qui ai écouté. Enfin, franchement. Les cours du cacao, ils sont plus hauts. Donc, doublement des spreads sur les obligations des entreprises. Ouais. L'inflation grimpe au Japon. Conséquence des Abenomics. Ouais. La Russie fait défaut. Oui, ça, pourquoi pas. Et le 10e, la Chine dévalue le yuan de 20%. Ouais. Il n'y a pas le pétrole. Il n'était pas très en forme. Hein. Moi, vous auriez peut-être pu me le dire avant que je le fasse si vous trouvez ça. Non, mais il fallait le faire, quoi. C'est intéressant. D'accord. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça. C'est le top 5 des gérants et des recommandations. Et là, ça bouge encore. Hein. Et oui, numéro 1, Christian Bittot avec Natixis. Il s'accroche, le petit Bittot. Il s'accroche. Deuxième, Jean-Pierre Gaillard avec Alcatel. C'est quand même le comeback de Jean-Pierre Gaillard. C'est quand même fabuleux. Deuxième performance avec quoi, surtout, Jean-Pierre? Alcatel et Saint-Gobain. Il est fort, ce Jean-Pierre. Hein. Il est très, très fort. Le troisième. Le troisième, c'est Émeric Préaubert avec Forestia. Le quatrième, c'est Julien Lepage avec Fnac et Amazon. Bah ouais, c'est incroyable. Hein. Quand même. Avec la Fnac, c'est quand même inattendu. Cinquième, Virginie Robert qui fait son entrée dans le classement. Elle fait son entrée. Oui. Virginie Robert avec Spirit Aerosystem et Delta Airlines. Alice, qu'est-ce qu'on achète? Alors, qu'est-ce qu'on achète? Moi, je proposais qu'on achète de la bière, parce que c'est la fin de l'année, alors je trouvais que c'était peut-être pas idiot. Ça me plaît, en plus c'est le week-end, on va se bourrer, c'est sympa. Avec modération, hein. Oui. Bien sûr, pardon. Oula. Évidemment, bien entendu, avec énorme modération. AB InBev, société belge, alors qu'on ne connaît pas forcément, mais ils ont de la Budweiser, par exemple, que vous connaissez peut-être, de la Lef. Enfin, c'est un des grands géants mondiaux. 25% de la bière qui se boit dans le monde vient de chez eux. Voilà, et c'est vraiment ce qu'on appelle le best in class. Je sais que vous
n'aimez pas les anglicismes. Néanmoins, c'est une société qui, par rapport à ses concurrents, a les meilleures marges du secteur, a un plan de développement qui est quand même assez qualitatif et les patrons déroulent. Ils sont en train, enfin il y a des rumeurs qui disent qu'ils pourraient racheter SABMiller, qui est un anglais aussi, un brasseur anglais, et ils sont en train de chercher du financement pour le faire. Donc moi j'achète à AB InBev parce que, un, c'est la meilleure de sa catégorie dans la bière, deux, il y a des opérations de fusion-acquisition qui peuvent s'opérer l'année prochaine, trois, la valorisation est un petit peu élevée, mais compte tenu de la croissance et des marges, c'est finalement... on achète, vous nous avez convaincus. Qu'est-ce qu'on vend? On achète. Alors, qu'est-ce qu'on vend? On Je vend... peux voir mes feuilles, Laure, s'il vous plaît, pour voir ce qu'elle nous avait dit l'autre fois, déjà, pour juste lui demander... Non, je veux savoir si on conserve ou pas, c'est pas du tout un piège. Non, mais on peut en parler, mais ce que je vends, c'est Statoil. Alors, je sais pas si vous connaissez Statoil, c'est pas grave, c'est une grande pétrolière norvégienne qui est pas dans une situation très agréable, qui vient de couper une partie de ses sites de production, enfin d'extraction plus exactement. Globalement, effectivement, pour toute l'industrie du pétrole, c'est assez complexe. Ça ne se voit pas encore complètement dans les comptes parce qu'il y a une vraie inertie de ces grands groupes. Donc je pense que peut-être à la fin de l'année, enfin sur ce trimestre-là et le trimestre de l'année prochaine, on commencera à voir les difficultés rencontrées. Néanmoins, je suis plutôt short pétrole, quoi. Sur donc une des valeurs que vous nous avez recommandées, c'était Airbus. Est-ce qu'on double? On peut faire un point si vous voulez. Non, juste. Est-ce qu'on double, on garde, on double, on solde? Moi j'ai gardé, mais j'ai pas doublé. André, qu'est-ce qu'on achète? Alors nous, on aime bien Unibail. Alors Unibail, pourquoi? Parce que c'est sexy. C'est une grande foncière européenne qui détient 35% des 57 centres commerciaux en Europe où il y a plus de 10 millions de visiteurs par an. Donc dans un environnement où la consommation est plutôt... Je crois qu'il y a de moins en moins de monde dans les centres commerciaux. Alors pas dans les grands. Pas dans ceux où vous avez de l'entertainment, où vous avez des restaurants. Par contre, la consommation souffre dans les hypermarchés, toujours, dans les boîtes à chaussures, dans les entrées de ville. Et beaucoup de pieds d'immeubles sont en panne. Alors Unibail, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur qui arrive à augmenter les loyers en fait de ces centres commerciaux et à renégocier ces places tous les ans avec un peu d'upside. Pas trop de risques là-dessus. Pas trop de risques. C'est la valeur chiante par excellence, mais il faut l'acheter, quoi. Non, c'est une valeur où avec un environnement actuel, on arrivera à faire plus 7 à 8% en free cash flow. Allez, on achète c'est pas mal, ça. Aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on vend? Alors nous, on n'aime pas, c'est un nom un peu abscon, Vereldav. Alors Vereldav, c'est un petit Unibail. C'est une société qui vient d'acheter... C'est où? C'est une boîte hollandaise. C'est une des plus vieilles foncières européennes qui est cotée depuis 1946. Et j'en parle parce qu'elle vient de racheter un portefeuille de petits centres commerciaux à Unibail. Alors ce sont des centres localisés au Rouen, au Havre, à Argenteuil. Et alors ils ont acheté ça en pensant qu'ils pourraient faire mieux qu'Unibail. Mais c'est une donc ils sont morts. Ils ont fait une augmentation de capital dilutive. D'accord. Et nous, on voit rien de bien dans un positionnement aussi faible que celui-là. Vous avez un petit profit sympa, 7 et quelques % sur Deutsche Wohnen. Est-ce qu'on conserve? Oui, on reste très positif. C'est une valeur qu'on avait recommandée en septembre. Elle a pris 7,5% depuis que vous nous l'avez recommandée ici. Voilà. Donc on la garde. On la garde. C'est l'immobilier résidentiel à Berlin. On est très favorable, enfin très positif sur ce segment et on peut conserver ces titres. Et on revient vers notre homme puissant, notre président, qui vient donc de Corée du Sud, c'est ça? Oui. Et vous voulez nous en parler? Oui. C'est l'hymne, vous connaissez bien l'hymne coréen. Très sobre d'ailleurs. Comme les Sud-Coréens. Voilà. Sauf le soir quand ils sont bourrés. Et qu'ils jouent au casino. Ça aussi c'est... Mais enfin, là on sent le vécu là. Voilà, ces considérations sociologiques. Importantes. Très importantes. C'est un pays qui est en train de consolider un partenariat commercial stratégique avec la Chine. C'est son premier partenaire commercial qui tourne le dos au Japon, avec qui le contentieux historique est de plus en plus grave. Et en même temps, pendant que j'y étais, le premier titre du premier journal de centre droit du pays, titré sur une étude de la FKI. La FKI, c'est la Fédération des industries sud-coréennes, qui s'alarmait d'un fait grave, très grave pour les Sud-Coréens, c'est que dans 6 secteurs stratégiques industriels pour la Corée du Sud, c'est-à-dire des navires aux smartphones en passant par l'automobile, la Chine est passée devant la Corée du Sud en termes de part de marché, en termes de production. Il ne reste plus que 2 secteurs stratégiques où la Corée du Sud maintient une avance. Sont les écrans
et les semi-conducteurs. Et là, il y a une inquiétude. Les secteurs déflationnistes. En plus. Voilà, exactement, où il y a un problème de prix. Donc là, il y a une inquiétude. Ceci dit, la Corée du Sud, selon le FMI, en croissance en 2015, c'est 4% de croissance. La perception quand on est dans le pays, c'est que ça bouge, c'est que ça pulse. Voilà, c'est une expansion énorme. On le ressent. On le ressent vraiment, on le ressent. Mais bon, déjà, c'est physique. Et puis, dans les chiffres, une dernière donnée, puis je vous laisse tranquille ensuite. Non, mais on pourrait vous écouter toute la journée. Dans 5 ans, c'est LG Economic Research qui l'a dit là-bas, dans 5 ans, le PIB par habitant des Sud-Coréens aura dépassé celui des Japonais. C'est vous dire si effectivement on est dans une dynamique tout autre que celle qu'on peut connaître dans ces contrées. Et ça, c'est physique. Ça. Et ça, c'est physique. Et ils passent à la 5G pour vous dire l'avance. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus. Laure, vous restez avec nous? Oui. Et nous, on se retrouve tout de suite avec le roi du sonotone, le patron d'Audica.